Si vous aimez la nature intense, le Médoc est fait pour vous. C'est d'abord l'océan, fascinant, surveillé par le phare de Cordouan. Cette immense étendue bleue est aussi le royaume des surfeurs à la recherche des belles vagues. On a des belles vagues là sur le banc de sable. On a tous les ingrédients pour faire une bonne séance. Le Médoc, c'est aussi des immenses plages de sable fin le long de la Côte d'Argent. C'est l'éternité, c'est la spiritualité, c'est la plénitude. Des plages où on peut découvrir et visiter des bunkers de la Seconde Guerre mondiale. C'est le plus petit du site, il fait 13 tonnes, 5 de ferraille dans les murs qui font 2 mètres d'épaisseur. Après le bleu de la mer, voici le vert du plus grand massif forestier d'Europe. Pour compléter cette palette de couleurs, il y a l'Alios, cette pierre rouge que l'on trouve dans le fond des étangs et qui rappelle les briques des anciennes villas des stations balnéaires. Sans oublier bien sûr la couleur, ou plutôt toutes les couleurs du vin, issues d'un terroir de référence parmi les plus célèbres du monde. Alors j'ai rarement vu une couleur de vin comme ça. C'est du sang, il est mauve, pourpre, foncé. Alors vous avez envie d'un séjour haut en couleur? Suivez-nous dans le Médoc. L'identité du Médoc est intimement liée à l'océan. C'est grâce à l'arrivée du train, presque au bord de plage, que la station de Lacanau-Océan se développe au début du XXe siècle. De magnifiques villas sont rapidement construites par les nouveaux propriétaires et commerçants flairant la bonne affaire. Laurent, journaliste, est né ici. Il connaît par cœur l'histoire de sa ville, de ses villas et de ses plages. On arrive alors en front de mer, ce qui est une anomalie, hein, parce que c'est pas une mer, c'est un océan. Mais enfin bon, on me dit en front de mer quand même. C'est ici que tout commence, c'est ici que les pionniers sont arrivés. Dans les années 1905-1906. 1906, les premières villas sont sorties de terre, enfin du sable plutôt. La petite bourgade se développe très vite. Depuis cette époque, la population et les transactions immobilières ne cessent de croître. Et si on regarde bien, au détour de cet immeuble-là, on aperçoit un vestige de ces villas, là, en front de mer. Voilà, c'est la seule qui reste sur le boulevard de la plage, sur les 3 villas qui ont été construites ici. Ces villas centenaires ont vu défiler des générations de touristes. Avec les congés payés, les Canolais, habitants de Lacanau, ont vu le train, baptisé alors le train des plaisirs, déverser un flot de vacanciers vers la nouvelle station balnéaire. Les gens venaient sur cette plage faire les premiers bains avec les caleçons longs et les cabanes là comme à Deauville. Voilà, c'était comme ça, c'était le charme. Le Canolais à la base ne se baigne pas, hein. Ce sont les estivants, comme on les appelait à l'époque, qui sont venus ici pour profiter des bienfaits de l'eau salée. Mais attention, les jolis rouleaux du littoral aquitain ne doivent pas nous faire oublier que l'océan est aussi un milieu très dangereux. Drapeau rouge, ça veut dire qu'il y a des courants marins qui sont très dangereux, il y a des vagues qui sont très dangereuses, des rouleaux, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça tape fort. Donc il faut être prudent, il ne faut pas se baigner, mais on ne pourra pas y aller. Ces courants qu'on appelle les baïnes causent la mort de plusieurs personnes tous les ans. Prudence donc. Ceci n'empêche pas les surfeurs de braver les vagues comme tout Canolais qui se respecte. Je ne surfe plus, j'allais faire beaucoup de bodyboard. Bon, moi je suis resté à l'état de position allongée, de primate. Ouais. Voilà, donc j'étais des copains qui sont tous passés au surf, donc ils se sont élevés sur la planche. Moi j'avais un très bon niveau, mais je me suis toujours amusé dans mes vagues, hein, parce que voilà, le Canolais parle de ses vagues, donc dans mes vagues ici, c'est l'éternité, c'est la spiritualité, c'est la plénitude. Voilà. Et ça n'a pas de prix, c'est merveilleux. Il est vrai que l'océan est un spectacle hypnotique et fascinant. Laissons Laurent à ses rêveries pour nous enfoncer dans la forêt landaise. Nous avons rendez-vous dans une ancienne bergerie, un courtiou avec Bernard, romancier médocain et spécialiste des traditions locales. C'est le pilier, cela. J'arrive. Oh, tu vois. Ça va. Alors, il paraît que je suis attendu. Et, quand j'étais militaire, quand je rentrais dans la... Voilà. Voilà mes troupes m'accueillent avec le sourire. Les troupes en question sont les membres de la confrérie de la Frottée à l'ail. C'est un accueil triomphal, je suis vraiment très, très honoré.
Elles me sortent toutes de suite. Ça va? Créée par Bernard en 1992, cette confrérie compte 45 membres et a pour vocation de promouvoir la frottée à l'ail. Vous ne savez pas ce que c'est? Écoutez et regardez. Alors là, bon, tu vois, on a préparé de l'huile et de l'ail coupé en morceaux, qu'on met dans un petit récipient. Et après, voilà, on aille bien, tu vois. Ensuite, on sale le pain. Et après, voilà, on coupe le pain. C'est amusant, mais en réalité, c'était le déjeuner qu'emportaient tous nos bergers dans la lande lorsqu'ils partaient les moutons. Vous êtes gourmand, vous aimez les bons festins, vous voulez devenir membre, alors voilà comment ça se passe. Lorsque j'intronise un ambassadeur d'une autre confrérie, il lève la main droite, Celle-là? Oui. Tu vas me répondre. Jures-tu de ne plus avoir honte de sentir l'ail? Il a juré, puisqu'il a juré, je le fais chevalier de la confrérie de Fronterail. Et après, il parle de la confrérie partout où il va, il mange de l'ail partout où il va, sans avoir honte. Et ça, c'est sûr. Jamais honte, c'est la foi. Régulièrement, les ambassadeurs voyagent partout en France à la rencontre d'autres confréries pour partager leur passion, la frottée à l'ail et les bons festins. Il existe une autre spécialité médocaine qui a sa propre confrérie, le surf. Le grand rassemblement des surfeurs a lieu au mois d'août. Le Lacano Pro existe depuis 1979. C'est une étape très importante dans le monde du surf. Quand on voit des pros glisser avec autant de facilité, on a vraiment envie de se mettre à l'eau. Mais pour commencer, on vous conseille vivement de prendre des cours. L'école de surf Wallis a fait le choix de s'installer sur la plage sud de Lacano. Sylvain, amateur de tous les sports de glisse, connaît toutes les bonnes vagues du coin. Yann, le frère de Sylvain, a créé cette école en 2008. Avec Sylvain, Yann et leurs potes, les blagues fusent en permanence. Allez mon toutou, viens. Allez, toutou, allez, viens, allez. Ah, voilà. Vous allez surfer, c'est cool ça. La bonne humeur est comprise dans le prix, les clients et les copains vont tous se mettre à l'eau ensemble. Waouh, la belle combi. En route pour la plage du Lion, une plage familiale où la place ne manque pas. Dans l'eau comme sur le sable, il faut d'abord trouver la bonne vague. Condition de rêve. On va aller surfer. Pas où il y a tout le monde. L'enquête. On va au nord, là-bas, il y a trop de connards. C'est vrai que j'oublie, tout est enregistré. Donc on va surfer vers le nord, il y a moins de monde. Yann et Sylvain ont appris à surfer précisément sur cette plage, loin de la foule du centre de Lacano. Avec Yann, on a appris à surfer tout seul, on n'a jamais été dans un club. Et tous ceux de notre génération qui ont été dans les clubs, ils sont bien meilleurs que nous. Ah, la modestie. Yann est un excellent moniteur qui est diplômé d'État, bien sûr, canolais et surfeur depuis plus de 20 ans. Marée qui descend. On a des belles vagues là sur le banc de sable. Et je pense que c'est des bonnes conditions pour s'initier ou se perfectionner ou se remettre dans le rythme. L'objectif aujourd'hui, c'est de se faire plaisir. Les conditions sont vraiment bonnes, donc on a tous les ingrédients pour faire une bonne séance. Donc vous pouvez partir à l'eau, et puis toutes les deux, vous allez rester avec moi pour que je vous donne des consignes plus précises. Pour les débutants, des consignes sur la sécurité, sans oublier le plaisir de la glisse. Pour rentrer dans l'eau avec sa planche, si vous avez le bras assez long, vous pouvez garder la planche ou le bras, et vous avancez comme ceci face aux vagues. Ce qu'il faut surtout pas, c'est garder sa planche entre vous et les vagues. Sinon, la vague, elle arrive, elle prend la planche et poum, dans la figure. S'il y a une grosse vague qui arrive et qu'on ne veut pas prendre, il faut avoir le réflexe de lâcher sa planche et de plonger sous la vague. On s'occupe d'abord de sa propre sécurité et ensuite celle de son matériel. 1,50 m avant que la vague elle arrive, je pousse sur mes jambes, hop, je monte sur ma planche, quelques coups de rame et normalement la vague elle arrive et on part avec elle. L'objectif du premier exercice, c'est de tenir l'équilibre allongé sur sa planche. Emma, si tu souhaites te mettre debout, hein, bien sûr, mais voilà, mais t'hésites pas, c'est d'abord te prendre quelques vagues à équilibre allongé, et puis si tu veux te mettre debout, et que tu as déjà un petit peu surfé, t'hésites pas. L'école Wallis est ouverte d'avril à septembre. Yann dispense des cours de 2 heures, adaptés au niveau de ses clients.
Il met l'accent sur du matériel neuf et de qualité, ainsi que sur la sécurité. Surfer, c'est aussi gérer l'heure et l'amplitude des marées, la houle, le vent, les conditions météo. La baignade, ça donne faim. Alors suivez-nous dans une des meilleures boulangeries de Bordeaux. Bruno Oliver, chef gastronomique, ne jure que par les spécialités du Sud-Ouest. Et quand il ne trouve pas ce qu'il veut, il passe commande, du sur-mesure, comme c'est le cas avec Laurent, son ami boulanger. Salut Bruno. Salut Bruno, ça va? Ça va, En forme? c'est prêt pour moi? Allez, ben justement, on y va. Allez. Ok. Là, Bruno, on va mettre les pains au four. On est dans l'antre, hein, c'est là où ça se passe et visiblement ils sont en retard. Mon pain n'est pas prêt. Je suis obligé de le faire. Ah, tu nous avais dit 10 heures. Non, j'avais dit 9 heures. On sera dans les temps. 9 heures, on sera dans les temps. Il y a intérêt car dans moins de 3 heures, Bruno doit confectionner ses sandwichs. Son ami Laurent lui fabrique spécialement des pains à burger, les buns. On a mis au point, il a mis au point une recette. Moi j'ai rajouté un petit truc dedans. Ça c'est parti pour 15 minutes. À peu près, c'est à ça. À peu près de Ouais. cuisson. En attendant, on va peut-être parler du pain au levain que tu fais pour moi, qui est fait avec une farine de type biologique. Et qui est prêt, lui, hein. Voilà. Donc ça, c'est les pains sandwich pour Bruno, fait avec de la farine donc bio. Ils sont 2 farines de blé de types différents. Et pour Bruno, le résultat est sans appel. Ce sont des sandwichs qui vont nourrir pendant 6-7 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation de faim après parce que la farine a gardé tous ses principes actifs. Elle n'est pas raffinée. Des farines bio broyées à la meule de pierre, travaillées à la main, le levain cultivé au fournil. Le résultat fait courir bien des bordelais, des arômes, du goût du croustillant, une mie alvéolée, une couleur crème, le pain blanc étant souvent signe d'un pain insipide. Et donc on voit bien que c'est pas blanc du tout, et puis on laisse fermenter ça sur des vieilles toiles de lin. Il faut bien comprendre qu'une fermentation qui est longue, il va se passer une transformation qui en fonction du temps et qui va apporter ce petit goût supplémentaire au pain. Et c'est bien pour ce goût-là que Bruno a fait appel à Laurent. C'est toujours vivant, quoi. Je veux retrouver le goût du pain de mon enfance, quand on le faisait griller à la pointe du couteau devant la cheminée et qu'on le tartinait de beurre et qu'on le trempait ensuite dans le café au lait. Ce pain-là, c'est ma Madeleine de Proust. Et je fais aujourd'hui un produit dont le pain est à au moins 40% dans l'importance de la qualité du produit. Et au fait, les buns sont cuits? Regarde, les buns sont en train de sortir. Ils sont particulièrement beaux aujourd'hui. Je me demande si c'est parce qu'il y avait une caméra. La note d'humour de Bruno. Notre chef garde le sourire et pourrait parler du pain de Laurent pendant des heures, mais il ne faut pas non plus oublier le planning. Bruno doit aller préparer ses sandwichs. Bon les gars, bonne journée. Merci beaucoup, chef. Bravo. Bon, allez, je t'emmène ça là-bas. Après Bordeaux, nous retrouverons tout à l'heure Bruno dans le Médoc. Reprenons une dose d'air marin. Laurent a fait le déplacement de Lacanau pour rejoindre la pointe nord du Médoc. Notre journaliste, toujours aussi curieux, a rendez-vous avec Héloïse pour visiter un monument emblématique de l'histoire de Soulac. Héloïse, tu es guide touristique conférencière à l'Office de tourisme de Soulac. Oui, c'est Et ça. tu vas nous parler de cet édifice. Oui. Alors, nous sommes aujourd'hui devant la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres, qui est classée à l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Parce que quand les pèlerinages ont commencé à devenir à la mode aux alentours du XIe siècle, ça fait un véritable boom, les Anglais débarquaient par bateau et ensuite ils longeaient l'océan Atlantique pour aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Mais dès cette époque se profile une menace insidieuse, le sable. Sous l'influence des vents d'ouest, l'édifice sera régulièrement ensablé, à tel point que la porte de style gothique que vous voyez là n'est pas la porte d'origine. La porte d'origine était sur le côté, le long de l'aile sud. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit,
pile poil face à l'océan, le sable va pouvoir rentrer en permanence. On voulait à tout prix éviter l'ensablement, donc on a mis la porte sur le côté. En plus, on se trouvait dans une cuvette. On croyait pouvoir éviter l'ensablement, il n'en était rien. Oui, parce que le problème, c'est que le sable s'infiltre à travers la pierre, même sans ouverture. Donc du coup, on a construit cette porte au 14e, bien plus tard, parce que de toute façon, ça avait été ensablé sur le côté. Cette porte, L'ensablement est tel que la basilique et le village seront abandonnés au milieu du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'en 1859 que la décision est prise de dégager la basilique. Alors on se situe le long de l'aile sud, 220 000 mètres cubes ont été retirés de cette basilique. On n'a jamais pu la désensabler complètement, donc voilà pourquoi à l'extérieur le sol a été rehaussé, mais à l'intérieur aussi. Avec ce changement de niveau, les fenêtres se retrouvent au ras du sol. Héloïse et Laurent continuent de faire le tour de la basilique comme l'ont fait des milliers de pèlerins qui venaient prier et admirer les reliques exposées à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Plusieurs statues sont toujours vénérées dans le sanctuaire, notamment une statue en bois polychrome du 19e siècle et une statue de Saint-Jacques offerte par des pèlerins. Et la statue de Saint-Jacques avec les fameuses coquilles. Qui constitue le symbole du pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu connais l'origine de ce symbole? Non, je sais que les Jacquais l'arborent dans leur pèlerinage. Justement, alors les pèlerins longeaient les côtes galiciennes avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle et ramassaient ces coquilles justement le long de l'océan pour les coudre sur leur chapeau en tant que preuve qu'ils avaient fait le pèlerinage de Saint-Jacques. Et pour vous dire, aujourd'hui, encore à l'office de tourisme, on a toujours cette coquille en symbole, mais maintenant c'est avec un tampon qu'on remet sur les carnets des pèlerins, qu'on appelle les Jacquais, à l'office de tourisme de Soulac. Le tampon en forme de coquille du pèlerinage de Saint-Jacques, voilà un souvenir original. Sur la route de votre pèlerinage, vous pourrez aussi vous arrêter à Bordeaux où nous rejoignons notre chef girondin dans son camion-restaurant. Le Bail Oliver a fait sa première sortie en octobre 2012. On y trouve une nourriture facile à manger sur le pouce, vraiment abordable et composée de produits de qualité. Alors pour sud-ouestiser le produit, de la graisse de canard, bien sûr le moulin à poivre, sur de la viande de qualité hachée dans le camion, pas de gras du tout. Les frites sont fraîches, on les fait pocher, il ne nous reste plus qu'à les faire dorer, vous allez voir. Et on va mettre un petit coup de plancha aux oignons rouges, de façon à faire monter le sucre de l'oignon, en fait le caramel. Pour Bruno, la gastronomie, c'est simplement quand les aliments conservent leur goût authentique. Bruno Oliver aurait pu ouvrir un restaurant comme son père ou son grand-père, mais il avait envie de lumière et d'une certaine liberté. Alors face à la crise économique, il a ouvert ce restaurant ambulant, touchant ainsi une clientèle plus jeune. On peut parler de gastronomie de rue, même si ça n'a l'air de rien, puisqu'il peut y avoir autant de plaisir à manger un très bon sandwich chaud, puisque c'est ça qui compte, c'est le plaisir. Voilà pour les frites, on voit qu'elles sont dorées, elles seront évidemment croustillantes, mais fondantes à l'intérieur avec de la matière, contrairement aux frites surgelées où il n'y a pas de matière dedans. À propos de surgelé, Bruno a un petit conseil à nous donner, avec humour. Voilà. Alors ça, c'est une odeur incroyable. Si vous faites cuisiner du surgelé à la maison, si vous voulez tromper vos invités, vous faites rôtir 1 ou 2 oignons avant qu'ils arrivent. Comme ça, personne ne soupçonnera que c'est du surgelé. Croyez-nous sur parole, avec Bruno, pas de surgelé dans le camion qui est pris d'assaut tous les midis. Un peu plus loin sur l'océan, ce sont les vagues qui sont prises d'assaut. Malgré le froid matinal, les surfeurs n'hésitent pas à se mettre à l'eau pour pratiquer encore et encore. Parfois aussi pour tester du nouveau matériel. Pour avoir une bonne planche de surf adaptée à son niveau et à son gabarit, on peut la faire faire sur mesure auprès d'un shaper. Sylvain, une fois sec, veut nous présenter une bonne adresse à Carcan-Océan. Là, on va chez Rhodes, super shaper, artisan, fabrication médocaine. Venez, on va visiter l'atelier. Ça va Rodolphe? Ça va Sylvain? Forme? Bonne journée. Ouais, nickel.
Première étape, choisir un modèle. Rodolphe, lui-même surfeur, peut fabriquer n'importe quel type de planche, adaptée et personnalisée à la demande du client. Alors ça, c'est un modèle pour les papas, pourquoi? Parce que quand on vieillit, qu'on grossit, il nous faut quelques planches un peu pour planer dans des petites vagues, surtout les conditions d'été. C'est une planche qui est très facile. En fait, elle a la largeur d'un longboard. Ce qu'il y a, elle fait 2 mètres. C'est du miniature par rapport au longboard. Et on se retrouve avec un volume très très important. Mais c'est une comme ça que tu avais fait pour mon père, hein, et on est content. Hein. Un peu plus grande elle était. Celle-là, elle est magnifique aussi. Sylvain à l'œil, dans la boutique de Rodolphe, il y en a pour tout le monde. C'est une planche pour les petits, les petits qui savent déjà surfer. C'est clair, voilà. superbe celle-là. Et Rodolphe, il me tarde d'avoir un enfant. Hein. Juste pour lui faire un cadeau comme ça. Voilà. Belle idée de cadeau, en effet, et ça ne coûte pas plus cher qu'une planche de série. L'intérêt du sur-mesure, c'est d'avoir du matériel parfaitement adapté à son niveau. Le moindre paramètre qui change sur une planche, c'est vraiment les sensations qui changent dans ton surf, tu vois. Donc tu te fais faire une planche que tu as envie d'avoir sur le moment. Maintenant, passons à l'atelier. La planche de surf est constituée d'un noyau de bois avec de la mousse polyuréthane préformée et usinée avec une machine numérique. Quand la planche a été usinée, on va prendre les templates, donc ces gabarits qui sont plus ou moins anciens suivant l'âge du shaper. Et on va finir toute la forme de la planche, la positionner et faire le tracé de la planche sur tous les arrières et les avants. Rodolphe fabrique des planches depuis 20 ans, alors appréciez le geste du spécialiste. Copeaux de bois, tu vois, ça c'est 2 exotiques avec une lame de bois blanc. Impossible pour un surfeur de rester insensible devant un tel savoir-faire. C'est très sensuel le mouvement, on a dans la courbe et tout, les bruits, c'est très joli. C'est de l'art, hein. On peut même parler d'une quête, celle de la forme et du geste parfait, et ça ne s'improvise pas. S'il existe quelques formations, Rodolphe, lui, a appris sur le tas. Et son savoir-faire ne séduit pas que les médocains, mais aussi certaines stars du surf. Parlons maintenant d'un autre lien fort entre les médocains et l'eau, c'est la pêche. Commerciale bien sûr, mais aussi en simple loisir. Sur le long de la Gironde, le plus vaste estuaire d'Europe occidentale, on trouve d'étranges cahutes les pieds dans l'eau. Bernard doit rencontrer l'heureux propriétaire de l'une de ces cabanes de pêcheurs qu'on appelle un carlet. René, bonjour Bernard, bienvenue dans cette cabane de pirates. Apparu au tout début du XXe siècle, on compte aujourd'hui environ 450 carlets. vous êtes là depuis quand? 25 ans. 25 ans de pêche. 27. Depuis le temps, René et son frère ont aménagé l'intérieur de leur cabane avec ingéniosité. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette cabane? Alors voilà la cabane. Oh, quelle installation! Le carlet, c'est plus que la pêche, c'est toute une ambiance, un art de vivre. Il n'y a pas de mots assez grand pour dire l'intérêt de la cabane, ce calme, ce repos, le vent, quand il y a un peu de vent qui souffle. Mais quand même, comme Bernard, nous sommes curieux de savoir comment se passe cette pêche au filet. Alors comment vous faites là? On va lever. Qu'est-ce qu'il vous fait là? Ah, il lève le pied là. Là, je lève le filet. C'est de la base, mais il n'y a pas beaucoup de poissons. Alors comment se fait la pêche là? Il n'y a pas d'appât, il n'y a rien. C'est le poisson quand il passe. On n'appâte pas du tout. C'est une pêche de hasard. Et le hasard, il est favorable de temps en temps? Oui, parfois. Des fois. Pour pêcher au hasard, il faut donc être bien installé. Une table, des chaises, ça veut dire qu'on peut se s'asseoir. Mais avec une table, ça veut dire qu'on peut y manger ici aussi. Alors. Voilà. On peut y dormir, on peut y manger. On peut y dormir aussi. J'ai fait de très bonnes siestes déjà. Là. Pas de sieste aujourd'hui. Au contraire, on va faire un peu d'exercice et relever le filet. Est-ce que je peux relever le filet? Oui, bien sûr. Alors, tu m'autorises, René? Oui. S'il y a un poisson, je crie miracle. Et pourquoi ce montage? C'est parce que je suis un cycliste. Je vous signale quand même que c'est lourd. Il est joli, hein? On en mangerait presque. C'est quoi? Le mulet. Le mulet, mais aussi l'anguille, la lamproie, la lauze ou les crevettes blanches. La pêche est variée et soumise aux marées, aux saisons et à la persévérance du pêcheur. Il faut relever le filet très régulièrement, toutes les 5 minutes dans l'idéal. On
peut rebaisser le filet. On peut rabaisser le filet. C'est plus facile à baisser. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est mieux. Oh, dis donc. C'est lui qui m'entraîne, hein. C'est même pas moi qui le ferai. Je n'avais pas fait ma gym ce matin. Au fond, il faut peut-être chercher le plaisir du carlet ailleurs que dans la pêche. Je me demande si c'est pas un reste de goût d'enfant. Quand on était mort, on adorait monter les cabanes. Oui, oui, c'est vrai. C'était notre petit chez soi. Parce que plus c'est intime, plus on a l'impression d'y être bien. Ah, c'était notre endroit à nous, là. Pour les petits comme pour les grands, chaque moment passé à la cabane est ponctué par le casse-croûte. Mais avant, Bernard veut faire une dernière tentative. Ouais, regardez-moi ce qu'il est beau celui-là. Ah, c'est quoi ça? Carpeau. Un carpeau, petite carpe. Quelle belle bête. Le poisson sera cuisiné plus tard. Patrice, un ami, rejoint la petite troupe pour le casse-croûte traditionnel, constitué de crevettes fraîchement pêchées, cuites aux fenouilles, et de l'entrecôte grillée sur les sarments de vigne. Merci pour tout. Non loin de là, entre l'océan et le fleuve, se dresse un majestueux gardien, le phare de Cordouan. Ce monument historique, appelé le Versailles de la mer, impose l'humilité. Jean-Paul a travaillé 35 ans comme gardien de phare. Il était d'ailleurs le dernier gardien en France. Il a pris sa retraite en juin 2012, après une vie rythmée par les vacations de travail. 2 semaines au phare, 2 semaines à terre, 1 semaine au phare, 1 semaine à terre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il profite d'une virée organisée par un groupe de touristes pour revenir dans ce lieu magique qui reste un peu sa deuxième maison. C'est un petit peu le moment que j'attendais depuis longtemps, quoi. Parce que, bon... j'ai toujours mes caisses qui sont prêtes pour revenir au phare, tout en sachant que je ne reviendrai pas. On comprend que Jean-Paul ait du mal à retenir son émotion, surtout en face de ce géant haut de 60 mètres 50, à l'histoire longue et tourmentée. Les premières pierres datent de la fin du XVIe siècle. C'est le seul phare de France où vous trouverez une chapelle. Il sera rehaussé de 30 mètres au XVIIIe siècle et électrifié en 1948. Il est aujourd'hui entièrement automatisé et toujours aussi indispensable pour les bateaux qui entrent dans l'estuaire. Lorsque les navires arrivent de l'océan, pour pouvoir s'engager dans la bonne direction, dans la passe ouest, ils doivent laisser Cordouan à droite, cette lumière visible à peu près à une quarantaine de kilomètres. Donc on aperçoit cette lumière de très loin. Changer la lampe était la raison principale qui imposait aux gardiens de monter tout en haut dans la lanterne. Mais Jean-Paul gravissait aussi les 301 marches du phare pour d'autres raisons, plus profondes, plus intimes. Moi, personnellement, j'y venais assez régulièrement. De ce côté, j'avais la terre et ça me faisait penser à ma famille. Et quand je me retournais vers l'horizon, parfois avec une mer déchaînée, je m'imaginais que ma famille pensait que j'étais perdu au milieu de l'océan par une mer déchaînée. Voilà. Alors, d'un côté, je pensais à eux et de ce côté, je m'imaginais que les autres pensaient à moi. Voilà. Maintenant, c'est quand il est à terre que l'ancien gardien pense à son phare. Et son dernier jour de travail restera gravé à jamais dans sa mémoire. Je me suis retourné plusieurs fois quand même avant de le quitter. Hein. Voilà, j'avais la même impression. Aujourd'hui c'est un petit peu plus clair dans ma tête, mais au départ ça l'a pas été. Bien que j'avais été prévenu quand même, mais bon, on a du mal à tourner la page quand même. Pour passer le cap de la retraite, Jean-Paul s'organise un planning de ministre. Il participe à des conférences, écrit des livres et n'hésite jamais à partager son expérience et son histoire avec les visiteurs. C'est assez facile celui-ci parce qu'il y a des niveaux, il y a des étages. Le phare du Cap Ferret, qui n'a que 258 marches, ou le phare de la Couvre, vous devez les gravir comme ça sans s'arrêter. Mais il y avait un ascenseur, vous l'avez pas vu? Ah non. Il était derrière la porte. Plus à l'abri, à l'intérieur des terres, retrouvons Laurent dans sa petite ville natale, Lacanau. Il tient à nous faire découvrir l'église de la commune. Bâtie à l'origine sur un site régulièrement inondé, les corps du cimetière attenant flottaient dans les fossés. L'édifice est finalement déplacé au XVIIIe avec une partie des pierres de l'ancienne église. Nous voilà donc devant
l'entrée de la fameuse église Saint-Vincent. Nous sommes ici en présence d'un matériau très typique qui s'appelle la garluche. En fait, ce matériau, on le trouve dans le sous-sol de la Cano et des environs. La garluche, en fait, est constituée de fer. Donc c'est une pierre qui est très dure, très coriace. À l'intérieur aussi, on trouve ces grès, appelés aussi alios, ainsi que le carrelage rouge typique de la région. Le toit en forme de bateau inversé est assez remarquable, mais Laurent veut aussi nous parler du chœur qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai connu des choses plus ou moins agréables et plus ou moins tristes, forcément. C'est un lieu de prière, un lieu aussi où on célèbre les enterrements, donc forcément j'ai des membres de la famille aussi qui ont été enterrés à la Cano dans les cérémonies qui se sont déroulées ici. Donc j'ai été enfant de chœur dans cette église quand j'étais petit, à l'âge de 10-11 ans. Ma place était ici, à côté de la sacristie, et donc j'ai passé quelques heures dans cette église avec l'envie que ça se termine aussi. Une fois les cérémonies terminées, le petit Laurent passait aussi beaucoup de temps au bord de l'étang de la Cano avec ses copains. Nous décidons d'y aller et sur la route, nous constatons à quel point la région est menacée par les incendies de forêt. Il est vrai, parfois déclenchés par un touriste inconscient. Voilà, donc on a eu deux incendies en 2 ans. On va bien voir que ça a cramé l'année dernière ici. Voilà, tout ceci, là, c'est une zone qui a été détruite par un monsieur qui a jeté son mégot au mois d'août l'année dernière. Donc c'est un endroit sensible et puis la malveillance des gens fait que parfois on a de gros désagréments. Alors soyez prudents lors de votre visite. Nous arrivons maintenant à l'étang de la Cano, un magnifique site entièrement dédié aux loisirs nautiques. Pour Laurent, là aussi, les souvenirs d'enfance ressurgissent, parfois juste au détour d'un arbre. Là, il y a un truc, premier rendez-vous galant. Voilà. Adolescent, je venais avec mon Solex, c'était sympa, on était une bande de copains, de copines, voilà. Donc on était juchés dans cet arbre-là, pour l'anecdote, voilà, c'était mignon, c'était frais, c'était sympa. Mais c'était il y a longtemps, quoi. Il est vrai que le lieu est propice aux balades en amoureux. Mais sur l'eau, en bateau comme en kitesurf, il faut faire très attention. Nous parlions tout à l'heure du minerai local. Il se trouve qu'ici, lorsque le niveau du lac en plein été avec la grosse sécheresse baisse, on ne voit pas forcément, mais à peu près à ça, sous la surface de l'eau, se trouve notre corail à nous, l'Alios. Et là, je peux vous dire que si on ne respecte pas les zones balisées, on se retrouve avec des hélices de moteurs de bateau qui cassent, qui explosent. Donc prudence, parce que ce lac est vraiment sympa, mais il peut être très dangereux si on ne respecte pas les précautions d'usage et les consignes de sécurité. Et c'est pourquoi l'étang est délimité entre plusieurs zones dédiées, chacun à sa place, les baigneurs, les plaisanciers, les villiplanchistes, les enfants, les retraités et les jeunes kitesurfers se partagent l'endroit en bonne intelligence. Si après votre baignade, vous avez un petit creux, nous avons une bonne adresse à vous conseiller, la charcuterie Rivera à Carcan. On peut y savourer une spécialité régionale singulière, le grenier médocain. Bruno est impatient de rencontrer Philippe. Ça m'intrigue énormément, cette affaire de grenier médocain, parce que autant j'en suis consommateur, autant le faire, bon, je sais pas. Moi je dis quelque part, hein, c'est notre andouille à nous, quoi. Au niveau des ingrédients, c'est très simple. Ça, c'est de la panse de cochon. Oui. C'est l'ingrédient principal du grenier. Il n'y a rien d'autre que de la panse. Le secret de la fabrication est dans l'assaisonnement et pour ça, point de balance ou autre instrument de mesure. C'est vraiment comme ça. L'habitude. 25 ans que je fais du grenier, donc... Moi, monsieur Rivera, c'est comme ça que j'assaisonne ma viande. Voilà. Du poivre. Alors là par contre, là, il y en a un. Oui. Et ensuite, l'ail. Pour aimer le grenier, il faut aimer quand même l'ail. Bon, on m'aurait dit, il y a de l'ail dans le grenier, j'aurais fait ah bon. Ah bon. J'en ai jamais assez de l'ail. Un petit peu de piment. Le piment d'Espelette. Alors là, il faut rester dans le domaine du raisonnable. L'étape suivante est très délicate et demande tout le savoir-faire du charcutier. Et après, on roule le grenier sur lui-même, comme ça. Ah d'accord. Attends, je vais le faire en même temps, parce que sinon je ne l'apprendrai pas le coup. Allez.
Ouais, On y ouais, va. ouais, ouais. On replie. Ouais. Intérieur. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas Donc ouvert j'avance. complètement la pince. D'accord. Là, tu vas vers le centre, d'accord. Voilà. Oui, après c'est un coup de main pour refermer sur lui-même le grenier. On retourne le bout derrière. Et c'est ça qui doit envelopper tout le reste. Il y a quand même un petit truc là, sur ça. Une fois les greniers habilement emmaillotés, Philippe les fait cuire 4 heures dans un bouillon, lui aussi savamment assaisonné. Puis, on les laisse refroidir dans leur bouillon afin qu'ils caillent sans sécher. Le grenier est généralement dégusté froid et bien accompagné. Le grenier est terminé. Il y a un dessin dedans. Voilà. Donc des méandres. Il y a quelque chose qui est très surprenant sur une charcuterie, c'est que ce produit est fondant. C'est aussi fondant qu'un foie gras. Oh putain, c'est bon. Ouh, malheureux. Ça, c'est tout le sud-ouest qu'elle a. C'est tout le sud-ouest. Et le mot de la fin revient à Bruno qui sait reconnaître un savoir-faire. Je cite volontiers la phrase de mon grand-père qui dit « Si un poulet est mal préparé, ce poulet est mort pour rien. » C'est vrai. Et là, ce cochon n'est pas mort pour rien. Ah, la sagesse des anciens. À la vôtre, monsieur Rivera. Oui, à votre santé. Une sagesse que Bernard incarne parfaitement. Ses romans parlent beaucoup de la rencontre entre la tradition et la modernité, entre le passé et le présent. Et nous voilà partis pour un lieu où cette rencontre prend tout son sens, le refuge de l'île de Patyras. Philippe, mon guide, ça va? Embarque. Je vais mettre en route. L'île de Patyras, c'est la première en rentrant dans l'estuaire. Ici, on ne regarde pas la météo d'un œil distrait. C'est un élément essentiel du quotidien. Les marées, la houle, les courants, les vents et la pluie. T'as vu le grain là-bas? Il est énorme, hein? Ouais. C'est un gros grain, ouais. Malgré les caprices de Dame Nature, le refuge de Philippe est un lieu très accueillant. T'arrives de loger là ou pas? Oui. L'hiver, je suis 2-3 jours ici. Ouais. Le reste de la semaine à Bordeaux. L'été, je fais le contraire. Ouais, S'il y a une femme à Bordeaux, tu vois, alors. Si j'y retourne pas de temps en temps, Ouais. c'est difficile, quoi. Ah ouais, c'est délicat. Le refuge de Patyras accueille tous les visiteurs pour un dîner, un séminaire de travail, un mariage, une dégustation. Dans ce cadre incroyable, tout est possible. L'ancienne maison du gardien de phare a été littéralement transformée. Oui, c'est un lieu peu commun et c'est ma foi très agréable. C'est surtout rassurant parce que dehors, il y a un vent énorme et là on sent plus rien, on est bien, on se sent protégé. Nous sortons quand même, l'envie de visiter le site est trop forte et Bernard veut connaître l'histoire de ce lieu, l'histoire de cette transformation en refuge. Alors en fait, moi, je suis séduit par cette modernité. Alors, mais pourquoi cette modernité au milieu de tout ça? Il y a une réponse toute facile, hein, toute simple. Quand tu regardes ce phare, quand ils ont construit ce phare en 1860, ils se sont battus avec l'eau, ils ont enfoncé les pieux jusqu'à trouver le calcaire qui est ici à 18 mètres. Et ils ont monté la fondation qu'on voit juste dépasser. Donc ils ont construit quelque chose de rigoureux, costaud, simple. On nous a demandé de mettre une lanterne là-haut et que ça tienne. Donc on a fait quelque chose de simple. J'ai dit à mon architecte, écoute, mets-moi quelque chose là qui tienne longtemps. Donc en fait, modernité, oui, dans le matériau, mais dans la conception, dans l'approche, ils ont eu exactement la même. Philippe nous invite ensuite à monter pour admirer la vue. Ah oui, quand même. Alors je vais te dire, ce qui va me gêner, c'est pas les marches. Le vertige? C'est le vertige. Ah, impossible. Ah ouais? Je suis sûr que là-haut c'est très beau, je vous invite vraiment à y aller. Mais sans moi. On est parti. La nuit du Pilat, c'est le maximum. On monte donc sans Bernard. Là-haut, effectivement, on comprend mieux l'impact des éléments sur les îles. Formées de sédiments déposés lors des crues sur les hauts fonds sableux, les îles ont une vie bien mouvementée. Quand on voit la petite enfilade des petits arbustes, là, ça c'était l'ancienne digue de 99. L'agriculteur a reculé de 150 mètres à peu près. C'est comme si l'estuaire était vivant. Certaines îles disparaissent, d'autres naissent. Indéniablement, le refuge de Patyras a intégré ses contraintes tout en offrant un service moderne et original, sans trahir le patrimoine et la tradition.
À force de vouloir trop vivre la tradition, ça devient du folklore. Le folklore, c'est joli, mais c'est tout, ça fait vivre personne. Alors qu'ici, sur cette île, justement, il a su s'adapter à l'environnement. Il fait exactement comme fait un arbre qui pousse ici parce que la terre lui convient. Si le projet de Philippe était ambitieux, le résultat est effectivement à la hauteur de son amour du pays. On vous propose maintenant un voyage dans le temps. C'est sur les plages de Soulac que Laurent va vivre la période de l'occupation allemande. Jean-Paul connaît absolument tout sur la forteresse des Arros et ses 20 bunkers. Et pour commencer, une petite précision linguistique, on ne parle pas de blocos. Le blocos, en traduction, c'est la maison en bois. Ça peut être militaire ou civil, mais c'est fait avec des rondins de bois et des planches. Mais ça n'a rien à voir. Non. Pour un Allemand, le blocos, pour eux, c'est un terme impropre parce que ce ne sont que des bunkers. Né ici à Soulac, Jean-Paul a connu l'occupation. Il se souvient parfaitement du jour où les Allemands sont entrés dans la ville, le 27 juin 1940. Je me promenais dans la rue de la plage, c'est plutôt mon père qui me promenait dans la rue de la plage, dans la rue piétonne à Soulac, et on a vu arriver des Allemands en tenue, en moto, avec le fusil en bandoulière. Moi j'ai 3 ans à l'époque, je suis curieux, je ne sais pas ce que c'est, je ne réalise pas. Alors mon père m'a dit plus tard que lui il était pétrifié de peur. Les Allemands vont réquisitionner le café de ses parents. Comme beaucoup de Français, le père de Jean-Paul participera de force à la construction de ces bunkers. Quand les gens justement parlent de cette période, ils en parlent avec tristesse, avec nostalgie. Quel est le sentiment de ces gens qui sont encore vivants aujourd'hui ? Ceux qui étaient plus âgés que moi l'ont vécu plus tragiquement, plus difficilement que moi en tant que gamin. J'ai pas eu à souffrir comme mes parents qui ont subi. Mon père, la journée, il construisait les bunkers et le soir, il leur servait à boire aux officiers. Donc pour lui, je me mets à sa place, ça devait être quelque chose de très dur. Par devoir de mémoire, Jean-Paul veut continuer à faire visiter ce site chargé d'histoire. Il y a 10 ans, cette visite était impossible. Tous les ouvrages étaient complètement envahis par le sable. Et c'est Jean-Paul qui a désensablé les bunkers. Travail titanesque effectué à la seule force des bras. De tous les ouvrages, j'en suis environ à 650 mètres cubes. Voilà, avec ma pelle et mes 2 seaux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour jouer avec sa pelle et son seau. Exactement. De toute façon, on est enfant jusqu'à 77 ans. Si l'histoire du site est grave, Jean-Paul arrive à rendre cette visite captivante et agréable. Mais attention, c'est aussi physique. La visite des bunkers, c'est du sport. Aujourd'hui, grâce à Jean-Paul, on peut facilement rentrer dans plusieurs ouvrages, notamment dans l'impressionnant poste de commandement à 3 étages. Notre guide, véritable archéologue, est intarissable. Alors cette salle, avant travaux, il y avait 1,30 m de hauteur de sable. Elle fait salle de logement donc pour 6 sous-officiers, salle de ventilation, salle de chauffage et elle donne accès au créneau de tir qui est en haut. Voilà, des lits en fer d'époque qui se replient comme dans les bateaux contre le mur pour laisser davantage d'espace au centre. Impossible de tout vous montrer ici, mais on ne peut que vivement vous conseiller cette visite riche en informations et en émotions. Sur une côte toujours splendide, à 2 pas de l'estuaire. Impossible de quitter le Médoc sans goûter à quelques bonnes bouteilles. Le classement des grands crus classés de 1855 a confirmé le Médoc comme terroir de référence pour les vins rouges haut de gamme. Des noms de vins et de villages qui font rêver, Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe et Saint-Julien. C'est donc ici, à Saint-Julien-Béchevel, que nous rencontrons Gérard Cabdet, avec Bruno Oliver bien sûr, en amateur averti et éclairé. Bonjour. Bonjour. Gérard Cabdet, bienvenue au Château Cabdet. Gérard et sa femme Monique nous ont préparé une dégustation de roi. Chez les Cabdet, on élabore du vin depuis 3 générations. Aujourd'hui, ils produisent 4500 bouteilles par an à partir d'une toute petite superficie, 1 hectare seulement, que Gérard présente à Bruno.
sort de la maison, on rentre au château. On rentre Non, alors, en surface, chez vous, c'est d'où à où? Alors, il y a plusieurs parcelles. Il y en a une ici, une parcelle de Merlot, 12 rangs. D'accord. Ensuite, on touche un autre château, un cru bourgeois. Là. Donc là, c'est plus chez vous? C'est 4 rangs, non? Bon sang, d'accord. Et alors, quand est-ce que c'est chez vous à nouveau? Alors ici. Et là, c'est à nouveau chez vous? Ici. Ici. D'accord. Donc là, vous étiez au Merlot, c'est ça? Ça, et ici, c'est du Cabernet. Et là, on est en Cabernet. Cabernet Sauvignon, voilà. D'accord. Alors celui qui se régale dans cette histoire, c'est le géomètre. Hein. Parce que je peux vous dire que pour borner ça, ça se bagarre hein, pour un mètre. Le domaine est donc complètement éparpillé au milieu des crus prestigieux. Il s'est constitué au fil des ans et certaines rangées de vignes ont une histoire assez originale. Quand j'ai eu 2 ans, mon grand-père m'a acheté 2 rangs de vignes ici. Donc ils font partie de la propriété actuelle. Et alors comment lui, il a pu avoir ces 2 rangs là? Parce que c'était un visionnaire et puis il a dit, bon, peut-être qu'un jour ça servira. Il faut dire que dans ces années-là, il y avait beaucoup de petits propriétaires. Les gens qui travaillaient les vignobles aimaient bien avoir quelques rangs de vignes chacun. Leur vin. Donc il n'y avait que des vins de garage, que des vins de petits propriétaires. Il y avait beaucoup de vins de garage. Beaucoup de petits producteurs ont été rachetés par les grands crus classés, mais aujourd'hui, le syndicat des crus artisans se bat pour défendre ces viticulteurs attachés à leur terroir plus qu'à la notion de profit. Mais maintenant, je vous propose quand même de le goûter. Oui, c'est une bonne idée. Ça serait peut-être une bonne idée. On commence par la dernière récolte, pas encore passée en fût de chêne, mais très prometteuse. Alors j'ai rarement vu une couleur de vin comme ça. C'est presque une école italienne hein, au niveau de la couleur. On s'approche même des papes. Hein, il y a un côté cardinal. Il est mauve, très épais. Hein. Surtout le vin nouveau, bon, c'est toujours plus violet, plus mauve que lorsque le vin a été affiné et passé en barrique. C'est bon, ça j'adore. J'aime ça hein, quand c'est comme ça. Alors moi j'adore dans les dégustations que la personne qui passe ici voit l'évolution d'année en année. Et plus on descend dans les millésimes, plus Bruno commence à avoir des idées de recettes pour accompagner ses vins. Ça, alors ça serait absolument divin avec des œufs au plat, une pointe d'échalote et de vinaigre, et poser sur les œufs au plat ce fameux rabugo ibérico de bellotas, le jambon d'Andalousie. Oh là là, tout c'est avec ça. C'est avec ça. Alors là, je pense que là, on serait au sommet. J'en ai l'eau à la bouche. Non mais là, on y est. Hein. Bruno a toujours des bonnes idées de menu, mais il est temps de quitter Gérard et Monique et leur merveilleuse dégustation à laquelle tout visiteur a droit. Et nous allons prendre une dernière dose d'adrénaline avec les jeunes surfeurs avides de sensations fortes. À Ourtin, Canareyun, des copains de Sylvain, inaugurent pour nous leur nouvelle installation, le Wake Park. C'est un téléski nautique pour faire du wakeboard, du ski nautique et plein de trucs cool. Et je vais vous les présenter, et puis on va aller se faire une petite session. C'est un peu frais, mais salut les potes. Alors, pote professionnel, Ça va, Poulette? comment ça va? Ça va, mon pote? T'es venu rider pour une fois? Ouais, pour une fois, ouais. Ça va, mon canard? Le dauphin, je t'ai bien niqué, hein. Ça va, les mecs? Putain, c'est génial ce que vous avez fait. Cette installation est plus écologique et moins brillante qu'un bateau à moteur. Elle s'inspire simplement des téléskis de montagne. Avec une modification importante, le pilote du câble adapte la vitesse à l'utilisateur. Encadré par Canareyun, professionnel de la discipline, titulaire de diplôme d'État, la pratique est accessible à tous. Pour les petits-enfants, pour les grands-enfants, pour les pros, pour les pas pros. Tous les âges, à partir du moment où on sait nager, jusqu'au moment où on ne sait plus nager. Ce jour-là, comme vous pouvez le voir, certains jeunes sont venus faire une belle démonstration. Aujourd'hui, voilà, démonstration, on a les jeunes de l'équipe de France qui sont là, qui vont peut-être tomber. Hein. Parce qu'un rider qui ne tombe pas, c'est un rider qui ne progresse pas, selon certaines personnes très connues à la canoë.
Et moi, je suis en constante progression. Sylvain, qui ne pouvait pas venir ici sans essayer cette nouvelle installation, semble quand même un peu réticent. Il lui faut quelques conseils des copains. Moi, je suis goofy, il faut que je parte à droite ou à gauche? Et ben tu vas du côté où est ton pied avant. Ton pied avant, c'est le pied droit, Ok, et ben tu vas je pars à droite et je fais la courbe. le plus loin que tu peux. Ok. Et quand tu sens que la corde, elle arrête de tirer, Je fais ma courbe. tu regardes la corde et tu regardes où elle t'emmène. Ok, Et ça repart. ça marche. Pour sa première session, Sylvain est moyennement à l'aise, mais nous soupçonnons Canard d'avoir eu la main un peu lourde sur l'accélérateur. Le Wake Park ouvre pour la saison estivale et petite précision, il est installé sur une île du lac d'Ourtin qui s'appelle l'île aux enfants. Voici venu le temps de nous quitter, alors n'oubliez pas, le Médoc c'est le pays joyeux des gens heureux. Surf le matin avec des pros, à midi un succulent sandwich cuisiné par un chef passionné, une visite patrimoniale pour l'après-midi, et pour finir, après avoir dégusté du vin dans un ou deux châteaux, une partie de pêche dans un carlet. Vive le Médoc! I want to hide. I want to tear down the walls that hold me inside. I want to reach out and touch the flame.